La présentation que je vais donner cet après-midi cadre dans un de mes axes de recherche que j'essaye de développer depuis quelques années maintenant et qui traite de la question plus large de comment les débats sur l'immigration d'une part et les minorités religieuses d'autre part reconfigurent certaines prédispositions politiques, juridiques et nationales. Plus particulièrement, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est essayer de comprendre comment la religion en général et l'islam en particulier peuvent être comprises comme des moments clés où la question de la loi, de l'autorité de l'État et de la régulation de la population se repositionne. C'est en effet pas une question nouvelle. Déjà en 1830, lors de l'adoption de la Constitution belge, on observait une discussion entre catholiques et libéraux au sujet de la place que pourrait être octroyée à l'Église catholique et le respect de l'État et de la loi. Les différentes guerres scolaires à la fin du XIXe siècle et de 1950 jusqu'à 1959 sont un autre exemple de conflits sociaux et politiques qui avaient comme enjeu central de déterminer la place de la religion dans la cité et à travers cette question aussi surtout de questionner la potentialité de l'État de faire régner la loi. La question qui m'intéresse dès lors, c'est de comprendre comment les débats actuels sur l'islam en général et la question de la radicalisation en particulier nous offrent un point d'entrée analytiquement intéressant pour comprendre la façon dont la question de la souveraineté étatique s'articule aujourd'hui. En proposant ce postulat, je m'inscris dans une lignée d'études qui essaie en effet de réfléchir à l'émergence de ce que certains appellent la question musulmane, en analogie avec la question juive. Pour vous rappeler l'origine de cette formulation, c'est une formulation qui date du XIXe siècle et qui a été thématisée dans le discours académique par l'Allemand Bruno Bauer dans un essai célèbre en 1843. Dans cet essai, Bruno Bauer s'interpelle ouvertement quant à la capacité des concitoyens juifs de vraiment faire partie de la cité. Une préoccupation centrale qui anime sa pensée est en effet le constat que la loi talmudique continue à être une référence centrale pour les concitoyens juifs. Pour Bauer, qui est animé par les théories raciales qui dominaient au XIXe siècle, ce constat était l'évidence que l'essence juive elle-même ne permettait pas une intégration totale dans la cité, car elle présupposait une mentalité parallèle ou un ordre parallèle. Afin de pouvoir s'intégrer dans la cité, les Juifs doivent prendre une distance par rapport à leur essence, ce qui pour Bauer était évidemment impossible. Et donc il mènera un constat négatif disant que les Juifs ne peuvent pas s'intégrer. C'est par rapport à ces propos que le jeune Karl Marx rédigea un texte rare où il adresse de façon frontale la question juive. Dans un texte qui porte le même intitulé, Karl Marx répondra à Bauer que le défi ne réside non pas dans l'essence juive, qu'il considère être secondaire, car pour lui, toute religion est un épiphénomène, mais dans la capacité de créer un commun, un collectif qui transcende les intérêts individuels qui sont promus par la société bourgeoise et capitaliste. Et c'est ce qu'il répète aussi dans cette citation. Le défi pour Marx est donc non pas de faire tout simplement table rase avec le judaïsme, qu'il considère comme un épiphénomène, mais plutôt de remettre l'émancipation de l'être humain au centre de la révolution politique et de déconstruire cette opposition entre l'individu et le social qu'il voit être au cœur des sociétés bourgeoises. Je commence par ce cas de figure emblématique de la question juive, non pas pour suggérer que la question de l'islamophobie aujourd'hui est tout à fait comparable à la question de l'antisémitisme à la seconde moitié du XIXe siècle, même si ce parallèle historique a une certaine pertinence, ces comparaisons en soi ne nous permettent pas de comprendre ce qui m'intéresse plus fondamentalement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la question juive au XIXe siècle, qui continuera jusqu'au début du XXe siècle, ou la question musulmane ont émergé. De quoi ces problématiques et ces discussions sont-elles le nom? Quel questionnement, ou pour utiliser le terme de Foucault, problématisation présuppose-t-elle? Foucault va en effet développer la notion de problématisation afin d'indiquer et de comprendre comment un phénomène social émerge comme objet de débat. Comment une problématique, à travers la mobilisation du pouvoir et du savoir, se mobilise ou émerge. C'est-à-dire, dans le cas de Foucault, comprendre comment la question, par exemple, de la sexualité ou de l'incarcération fait débat dans la société.
Et comment c'est considéré comme indicatif afin de déterminer le statut de normalité des citoyens, ce qui va continuer à développer à travers la notion aussi de la biopolitique, une politique qui s'articule à travers la régulation de la vie. Dans le cas du problème musulman, c'est exactement cette série de questionnements qui tournent autour de la place de la religion, dans ce cas-ci l'islam, dans notre cité qui m'intéresse. On se pose en effet souvent la question, quel est le statut de l'islam en Belgique ? L'islam peut-il s'intégrer à notre cité ? Les musulmans peuvent-ils s'intégrer à notre ordre libéral et laïque ? Plus que d'être des questionnements nouveaux, il s'agit de questionnements anciens qui traitent surtout de la capacité de créer un collectif, un ordre social clair, cohérent et régulé. C'est un point que Foucault va développer de façon plus large dans ses lectures au Collège de France, qui sont concentrées, en tout cas une partie, dans le livre « Il faut défendre la société ». Dans cette série de cours, Foucault explique la transition d'une souveraineté dite classique à une régulation qu'il nomme la biopolitique. Il explique que ce qui caractérise cette transition, c'est que la question d'ordre ne se manifeste plus seulement à travers la présence d'un souverain fort qui fait régner l'ordre dans un territoire particulier. Un nouveau problème émerge, un nouveau questionnement. Il s'agit de la population. Donc la population émerge comme une problématique qui doit pouvoir s'assujettir à une série de pratiques normalisantes. Avec la découverte de la population, et c'est ce qu'il indique aussi, émerge une nouvelle question, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être intégrés à la population, ceux qui y échappent et qui, par leur incapacité à faire partie de la société, forment une menace perpétuelle. Le danger n'est plus extérieur, le danger se trouve au milieu de nous. Je me permets de commencer par cette introduction un peu théorique, car elle touche au cœur du propos que je voudrais développer avec vous cet après-midi, c'est-à-dire la question de la radicalisation. Pour illustrer cela, je voudrais commencer par une citation qui a fait couler beaucoup d'encre ces semaines précédentes. Il s'agit de la citation du ministre belge de l'Intérieur, Jean Jambon. Donc je suppose que vous la connaissez toutes, elle a été commentée largement. Beaucoup a été dit sur cette citation et beaucoup de représentants politiques, de commentateurs et autres ont condamné aussi les propos du ministre de l'Intérieur. Ce qui a surtout fait couler de l'encre, c'est le mot « significatif » et la suggestion qu'une partie importante de la communauté musulmane aurait dansé en apprenant les nouvelles des attentats. Le ministre a été invité plusieurs reprises de se justifier et d'apporter des preuves, ce qui jusqu'alors n'a pas encore été fait. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette citation, ce n'est pas seulement les propos du ministre par rapport à une partie significative de la communauté musulmane, mais les phrases aussi qui suivent, qui sont indiquées. On peut arrêter les terroristes, dit-il, et les évacuer de la société, mais ils n'en sont que l'acné, car dessous, il y a un cancer bien plus difficile à traiter. Mais on y arrivera pas d'aujourd'hui à demain. Deux choses sont importantes à mes yeux dans ce que le ministre de l'Intérieur dit ici. La première est la facilité avec laquelle on peut arrêter les terroristes. Arrêter les terroristes est quelque chose de facilement localisable, d'identifiable. L'État peut en effet opérer, se faire valoir pour but de les évacuer de la société. C'est aussi en ces termes que la photo suivante, qui illustre un ministre de l'Intérieur et un Premier ministre jubilatoire, qui a été prise quelques heures après l'arrestation de Salah Abdeslam le 18 mars, peut être interprétée. On y voit deux éminents représentants politiques au plus haut niveau posés devant une Jeep de l'armée avec des soldats sur le véhicule. La photo fait partie d'un tweet qui a été écrit par le ministre de l'Intérieur et qui aussi fait des vagues parce qu'il montre le souverain dans toute sa splendeur, capable à même de maintenir l'ordre et de rassurer la population. Cette perspective jubilatoire est néanmoins en contraste avec une seconde chose que le Premier ministre dit dans cette même citation. Il nous prévient en effet qu'en évacuant l'acné, c'est-à-dire les terroristes, le danger n'est pas encore levé, mais qu'il y a un danger qui règne dont on ne connaît pas très bien la nature. Et c'est bien cette impossibilité de pouvoir contrôler ce danger, de pouvoir le prédire et d'avoir une autorité qui puisse nous protéger de l'inconnu, qui est à la base de ce que j'appelle le paradigme de la radicalisation et qui provoque régulièrement des interpellations et un questionnement de l'ordre étatique et de sa capacité à agir. Car ce qui caractérise cette question de la radicalisation, c'est bien son invisibilité, le fait qu'elle ne peut pas être retraçable, que c'est un inconnu permanent.
On voit dans les propos du ministre de l'Intérieur une tentative peut-être maladroite, malheureuse ou même scandaleuse, vous me direz, d'essayer d'identifier le danger, de le rendre palpable en parlant d'une frange significative de la population musulmane. Bien plus que de l'islamophobie, j'y vois, j'argumenterai une tentative de l'État, d'un souverain, d'essayer de catégoriser, de physiquement identifier le danger pour bien sûr pouvoir émerger comme un souverain qui contrôle la situation. Mais cette nécessité d'identifier le danger n'est pas unique au ministre de l'Intérieur. On la retrouve dans la commission actuelle qui a été mise en place, la commission d'enquête pour essayer d'identifier si tout a été entrepris pour en effet éviter les attentats du 22 mars. Au niveau international, on le retrouve lorsque la Belgique se retrouve la risée internationale, car elle est considérée pas à même de pouvoir confronter le danger dans son propre territoire national. Pour conclure cette introduction, j'aimerais dès lors explorer avec vous la façon dont la question de la souveraineté étatique s'articule à travers la question musulmane et la problématique de la dite radicalisation. Je voudrais le faire à travers 2 cas d'études. Le premier cas d'étude est la question du voile intégral. Je prends ce cas comme exemple car il s'agit d'un cas fort dans le sens où il nous permet d'observer à nouveau la souveraineté étatique dans toute sa splendeur, à un moment de crise profonde. Le cas des politiques de lutte contre la radicalisation sont, à l'opposé, un exemple d'un cas faible, car c'est justement dû à l'impossibilité d'identifier le danger que l'État n'arrive pas à agir comme souverain, à l'exception de quelques tentatives ou quelques propos qui scandalisent la population. Dans ce cas-ci, on voit aussi une autre logique de pouvoir opérer. Il s'agit d'une politique décentralisée, diffuse, difficilement identifiable, qui s'approche de ce que Foucault terme la biopolitique. Mon propos sera dès lors structuré en 3 temps. Donc, j'aborderai d'abord le cas du voile intégral, pour après passer vers les politiques de lutte contre la radicalisation et pour émettre quelques mots de conclusion. Une petite disclaimer, comme on dit en anglais, c'est du work in progress, donc ça fait vraiment partie d'un projet sur lequel je suis en train de travailler et que j'espère vraiment conclure dans l'année qui suit. La loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, aussi connue comme la loi anti-burqa, a été adoptée en 2011 dans un climat et dans un contexte de souci de où l'islam radical commençait à prendre de l'ampleur. Avant d'arriver à la discussion parlementaire qui animait la décision d'adopter une loi, il est important de rappeler certains éléments contextuels et historiques qui précède l'adoption de cette loi. On retrouve une première régulation par rapport à la question du voile intégral dans les communes locales, c'est-à-dire à Molenbeek qui en 2004 adopte une régulation par rapport à cette question-là et donc réactualise son règlement de police par rapport à cette question-là, renforcé d'une amende de 150 €. En Flandre, la question du voile intégral se pose à Mazeick en 2004 au Limbourg, et cela fait suite à l'identification d'une dizaine de groupes de femmes qui sont identifiées comme portant le voile intégral. Ce qui est important, c'est aussi de tenir en compte que à Mazeick, c'est lié fortement à la présence de personnes qui sont affiliées au groupe islamique des combattants marocains et qui sont identifiées comme étant des résidents de Mazeick. Donc le GICM qui est considéré comme avoir effectué des attentats à Casablanca en 2003 et à Madrid en 2004. Des personnes qui seraient affiliées à ce réseau-là habitaient à Mazeick et ont aussi été arrêtées à cette période-là. Donc c'est dans ce contexte-là où on a le sentiment qu'il y a une proximité de menaces terroristes qui est pour beaucoup aussi symbolisée à travers la question du voile intégral, que l'on voit émerger une sensibilité bien précise par rapport à ce vêtement spécifique. Donc, on observe un questionnement. À côté de cela, il y a bien sûr un contexte plus large où les questions d'ordre sécuritaire commencent à faire débat sur le plan national et international. Les attentats du 11 septembre ont en effet provoqué une mobilisation inédite par rapport à la guerre contre le terrorisme, ainsi que le soutien infrastructurel dont les terroristes pouvaient bénéficier.
Dans ce cas de figure, la Belgique a toujours été perçue comme une plaque tournante ou une zone de transit due à un soutien infrastructurel qui a été donné à ces réseaux terroristes. Donc il y a plusieurs exemples, que ce soit Abderrahman Sattar, qui était un des tueurs de Ahmed Shah Massoud en Afghanistan le 9 septembre, et qui voyageait avec un passeport belge ou tunisien. On se rappelle aussi du cas de Nizar Trabelsi, qui avait l'intention de perpétuer un attentat à Kleinborgel en 2001, ou alors la participation de plusieurs personnes dans la guerre en Irak, des cas emblématiques comme Muriel de Gauque, ou alors le soutien ouvert au djihadisme international, comme la figure emblématique de Malika El Haroud, qui a été aussi arrêtée en 2007-2008, je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas aussi dans le cadre des procès contre le terrorisme. Dans tous ces cas de figure, l'image de la femme qui porte un voile intégral émerge comme un symbole de posture anti-occidentale, de soutien de terrorisme et de danger. C'est un peu la version féminine, si on veut, des talibans ou Al-Qaïda. Il faut ajouter à cela qu'une grande partie de ce débat qui émerge sur l'islam radical se tisse sur le fond d'un débat plus large sur l'intégration des minorités religieuses, la neutralité de l'État, les différents débats sur le foulard ou la liberté d'expression, les caricatures danoises en 2005. Même si la question de l'islam radical n'a pas toujours été associée de façon explicite avec ces autres questions, l'émergence de groupuscules comme Sharia for Belgium en 2006 mettra de nouveau cette question de l'islam radical sous le feu des projecteurs. Se pencher sur la question du voile intégral comme un des indicateurs pour comprendre comment la question de l'islam radical a été traitée est d'autant plus significatif que le consensus autour de cette question était très importante, autant chez les musulmans que chez les non-musulmans, car on oublie souvent qu'il y a très peu de musulmans qui se sont aussi opposés par rapport à l'interdiction du voile intégral. On ne peut donc pas vraiment parler d'un débat du voile intégral, mais plutôt d'une décision qui a été prise par rapport à cette question-là. Donc la loi a été adoptée en deux temps. Un premier moment où la loi a été adoptée était au mois d'avril, avec un consensus assez large à chaque fois. Un second tour a été effectué en 2011, qui a éventuellement aussi mené à la loi du 1er juillet 2011. Donc quand je parle de consensus assez absolu, je parle d'une voix dissonante, donc le cas de Eva Brems par exemple, qui était la seule personne au Parlement qui a voté contre la loi. Pour le reste, il y avait un consensus quasi unanime et quelques abstentions, je crois 2 abstentions. Il faut aussi préciser que la Belgique était à l'avant-garde de cette question-là. Il a failli être le premier pays dans le monde à adopter une loi contre le voile intégral. Au moment où la France s'intéressait à la question, la commission Gérin avait été établie, donc il y avait des pourparlers sur cette question-là, et la Belgique a failli être le premier. La raison pour laquelle la Belgique n'a pas été la première à adopter cette loi, c'est bien sûr dû à nos tensions communautaires. Et c'est important aussi de le souligner, car j'y reviendrai. L'adoption par la Chambre fédérale a été effectuée en avril 2010, la même semaine où le premier gouvernement Le Terme est tombé, dû à Bruxelles à Vilvoorde. Lorsqu'on parcourt les discussions parlementaires de 2010 et de 2011, la première chose qui nous frappe est le consensus assez important qui est mis en évidence par les différents parlementaires. 3 arguments importants reviennent de façon assez continuelle dans les débats pour argumenter la nécessité d'une interdiction. La première est la question de l'oppression des femmes. Le voile est en effet perçu comme un symbole d'oppression, symbole ultime d'oppression. Beaucoup l'appellent aussi comme une prison ambulante. Ce qui est intéressant dans ces arguments, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des perspectives des femmes elles-mêmes. Différentes études effectuées en Hollande, Belgique, France, Angleterre montrent en effet que les femmes qui portent le voile intégral le font souvent de plein gré, souvent contre l'avis de leur famille. On apprend aussi de ces études ethnographiques, empiriques, que le voile intégral n'est pas toujours porté de façon consistante, mais souvent de façon momentanée, souvent une phase dans la vie, la trajectoire des femmes. Finalement, le port du voile intégral pour les femmes interviewées s'inscrit dans une trajectoire spirituelle et une quête d'excellence spirituelle. Un second argumentaire développé qui est présent dans les pourparlers parlementaires est l'argument du vivre ensemble. Et le fait de ne pas montrer son visage ne permet pas un contact.
Un dernier argument est celui de la sécurité et de la menace que ces femmes représentent en fait par rapport à la collectivité. C'est la concentration de ces trois arguments qui nous permet déjà de voir comment l'idée de la citoyenneté n'est pas seulement formatée à travers une position juridique, mais que des éléments de reconnaissance, d'individualité et de sécurité sont au moins aussi importants. Et c'est dans cette direction-là que la Cour constitutionnelle, que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais que je discute dans un papier, va traiter. Donc elle va aussi dire que l'interdiction peut être maintenue parce que le voile intégral ne permet pas l'individualité de la femme, qui est considérée comme une condition pour permettre à la loi de régner. Maintenant, ce qui m'intéresse ici néanmoins, ce n'est pas la validité anthropologique, sociologique ou juridique des arguments apportés, mais plutôt le sentiment d'urgence qui s'articule à travers l'adoption de la loi. L'une des motivations derrière l'adoption de la loi était en effet le sentiment partagé par plusieurs parlementaires, et on parle en effet, important de préciser, même pas 100 femmes qui portent le voile intégral. Donc, on n'a pas de chiffre exact, mais il n'y en a pas plus que 100. Donc, l'une des motivations centrales derrière l'adoption de la loi était en effet le sentiment partagé par plusieurs parlementaires que certaines pratiques, comme le voile intégral, commençaient à échapper au contrôle policier. Ce sentiment a plus particulièrement été renforcé après que le tribunal de police de Etterbeek ait annulé un PV qui a été donné à une femme voilée en 2011. Et que ça a été jugé aussi valable par le tribunal de police. Plusieurs membres du Parlement considéreront ces différentes interdictions locales trop faibles d'un point de vue légal et déploreront l'absence d'une régulation cohérente à travers le territoire pour créer un sentiment d'ordre. Une loi nationale était dès lors considérée comme urgente pour réguler les tenues vestimentaires dans l'espace public afin de créer une uniformité légale sur le territoire belge. Et ici, c'est aussi dans cette direction-là que Catherine Fonck, qui est représentante pour le CDH, résume son propos dans les débats de 2011. Ce que l'on voit ici, donc je ne vais pas lire tout ce qu'elle dit, mais ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est l'insistance qui est mise par rapport à la nécessité d'un arsenal législatif, qui est considéré comme une condition sine qua non afin de pouvoir réguler une conduite comme le voile intégral. Il y a deux points que j'aimerais souligner ici. La première est que l'absence d'une loi ainsi que le degré d'incohérence légale est compris ici comme inacceptable. Le second élément est que l'interdiction du voile intégral est considérée comme un principe qui vient limiter une liberté aux citoyens, c'est-à-dire la liberté de circulation. Une première façon de comprendre le propos de Fonck est de dire qu'une loi comme celle du voile intégral est une loi d'exception, car elle vient, comme elle le dit elle-même, limiter une liberté, et qu'elle ne peut être insérée que par les législateurs. Mais il y a un deuxième élément qui m'intéresse dans ce que Fonck dit ici. Car il s'agit surtout du souci de cohérence de l'appareil juridique sur le territoire belge, qui est en même temps, on pourrait le lire comme une expression de souveraineté nationale. La tradition positiviste du droit nous enseigne en effet que la loi n'a pas seulement la fonction de réguler la conduite de l'homme, mais qu'elle est aussi et surtout l'expression du souverain et de sa capacité à se faire valoir par rapport à sa communauté politique et à un territoire. En insistant sur l'importance d'une loi, et pas seulement des règlements au niveau local, mais d'une loi, Madame Fonck semble aussi et surtout insister sur la nécessité de se manifester comme État fort, de pouvoir exister sur le territoire en son entièreté. Il ne s'agit donc pas seulement de considérer la valeur fonctionnelle d'une telle loi, mais aussi et surtout de considérer comment cette nécessité d'adopter une loi émerge comme l'expression du principe de souveraineté nationale. Cette expression de souveraineté nationale émerge d'autant plus dans les pourparlers aussi de 2010, au moment où ces discussions ont lieu, et dont je faisais déjà référence aux tensions communautaires très importantes qui traversaient le pays. C'est en effet un moment de division institutionnelle important que la question du voile intégral émerge comme une base symbolique qui permet l'expression d'une unité nationale. Donc c'était vraiment une quasi-unanimité au Parlement sur cette question-là. Être parmi les premiers pays aussi à introduire cette introduction, montrer l'exemple aux autres, faisait aussi partie de ce sentiment d'urgence. Un souci qui devient très explicite dans les propos du représentant Denis Durkheim. Là, je vais le lire parce que c'est un peu sympa, je trouve, ce qu'il dit. Enfin, il y a un élément de fierté
Peut-on encore être fier d'être belge, vu ce qui se passe ces jours-ci, bien sûr, toutes ces tensions communautaires? Compte tenu de l'unanimité probable lors du vote sur cette proposition, il y aura sans doute un élément de fierté à ce que notre pays fasse sauter le verrou en ce domaine. La Belgique est le premier pays à le faire et nous espérons être suivis par d'autres. Voir un tout petit pays, difficile à gérer, a pris une telle initiative les aidera à aller plus loin. Plusieurs de mes contacts m'ont demandé si nous n'avions pas peur des représailles, mais même s'il y a une certaine peur, nous défendons nos valeurs et avec ce texte, nous pouvons être fiers d'être belges aujourd'hui. Donc ce que l'on voit dans le propos de Denis Ducarme, c'est cette insistance sur la possibilité d'avoir une union nationale et cette possibilité surtout de montrer l'exemple à d'autres pays, comme la Suisse, la France, l'Italie, qu'il cite aussi par ailleurs dans son propos. C'est en effet dans un contexte où la Belgique est perçue et se perçoit comme un failed state, on l'a encore entendu régulièrement ces derniers temps, comme un pays qui n'arrive pas à s'autogérer, donc les blagues sur la longueur de la formation du gouvernement fédéral de 2007, que la possibilité de créer un consensus national autour de cette question, la question de l'islam radical, qui est exemplifiée par le voile intégral, apparaît comme une opportunité unique et importante. La loi sur le voile intégral apparaît dès lors comme un antidote pour la fragmentation, la division qui permet l'expression d'un nous commun. Les choses s'articulent de façon différente lorsqu'il s'agit de la politique de lutte contre la radicalisation qui a été mise en place à partir de 2012. Mais laissez-moi d'abord commencer par une contradiction dans le terme « lutte contre la radicalisation ». La question de lutte contre la radicalisation présuppose en effet un objet, une entité qui existe et que l'on peut combattre. Mais lorsque l'on observe les propos de Jean Jambon, on voit très clairement que ce cancer dont il parle n'est pas facilement identifiable. Même la métaphore d'un cancer n'est pas complètement juste dans ce cadre-ci. La radicalisation semble en effet être une réalité amorphe, difficilement identifiable, qu'on ne peut pas savoir si elle existe vraiment. C'est aussi cette lecture qui a été véhiculée par rapport au frère Abdeslam que beaucoup connaissaient comme pas du tout pieux, pas du tout religieux. Depuis peu, on parle dès lors de radicalisation rapide, une sorte de radicalisation express qui existerait et nous permettrait de comprendre ses conduites. C'est bien par rapport à cette réalité et par rapport à ce défi d'identifier quelque chose qui n'est pas identifiable qu'une politique doit être déployée. D'autant plus que la lutte contre la radicalisation nous fait sortir des registres purement répressifs, afin de nous projeter dans la logique préventive. Et c'est bien là qu'une autre facette de l'État émerge. L'État qui apparaît est non un État souverain qui est dans la capacité de dicter la loi, mais c'est un État qui est dans la capacité de prévenir, de protéger, de prendre soin. Dans ce qui suit, j'aimerais m'attarder un peu à cette politique de lutte contre la radicalisation pour tout d'abord essayer de comprendre comment cette notion induit un nouvel imaginaire du danger qui se situe dans l'axe préventif. Dans un deuxième temps, j'aimerais me concentrer sur ces politiques publiques qui ont été mises en place pour démontrer comment la politique de la lutte contre la radicalisation s'articule comme une politique qui ne se lit pas comme politique, à l'exception de certains moments où elle est obligée de se manifester comme politique. Parler de lutte contre la radicalisation présuppose tout d'abord une notion de radicalisation. C'est un présupposé qui n'a pas toujours existé, mais qui peut être historiquement situé, qui émerge dans les Pays-Bas. Une partie de mon projet existe et justement d'essayer de tracer une généalogie de ce concept-là. Et donc, on voit comment elle émerge en Hollande. Ce concept de radicalisation, of radicalisering, émerge en Hollande en 2001 et commence à voyager dans les Pays-Bas et s'installe en Flandre à partir de 2012. Quand je dis que parler d'une politique de lutte contre la radicalisation présuppose le concept de radicalisation, je veux surtout dire que le mot radicalisation, dans sa signification actuelle, est très récente. Car là où le mot radical existait bien entendu depuis la fin du XVIIIe siècle et s'est manifesté à travers différentes formations politiques, c'est la conception de radicalisation comme un processus qui a pour but de créer des changements profonds dans la société avec des moyens non démocratiques. C'est cette notion-là qui est assez récente. Et donc une notion qui a été développée par le AIVD, donc le service de renseignement et de sécurité hollandais en 2001. Donc on introduit, donc quand on regarde tous les rapports, la notion de radicalisering émerge en 2001 pour aboutir à un travail de définition plus systématique en 2003 et 2004.
Je suppose que vous lisez tous le néerlandais. Donc, je ne crois pas que je dois traduire ce qu'il y a en haut. Mais en tout cas, c'est en 2003 que la première définition systématique est introduite. Radicalisation, comme étudiée par le IVD, est comprise comme un désir ou une possibilité croissante d'essayer d'aboutir à des changements profonds dans la société qui présentent une menace à l'ordre démocratique. Et on utilise souvent des moyens non démocratiques afin d'arriver à son but. Donc, traduction très, très brève. Donc, on voit une définition systématique en 2004. Donc, 2003, elle sera travaillée vers une définition plus systématique dans un rapport de 2004. Et c'est cette définition-là qui sera récupérée par plusieurs instances, notamment aussi en Flandre. C'est une définition très importante. Ce qui est important à souligner dans ce contexte-ci, c'est que l'idée de radicalisation vient s'inscrire dans une transformation plus large dans la réflexion autour de la question de la violence politique. Et c'est là où j'aimerais m'attarder un peu, car c'est important de comprendre comment la question de la radicalisation ne fait que sens dans un contexte plus large où on commence à lire la question de la violence politique différemment. La sociologue Lisa Stampnitzky décrit en effet dans son livre « Disciplining Terror, How Experts Invented Terrorism » comment la seconde moitié du XXe siècle est caractérisée par une transformation de l'analyse de la violence politique, qui se traduit aussi dans un champ sémantique à travers la notion du terrorisme, au lieu du concept de contre-insurrection, counterinsurgency. Elle décrit en effet comment le champ des terrorism studies s'est développé principalement aux États-Unis à partir du début des années 70. Le contexte politique était les attentats de Munich en 74 contre des athlètes israéliens par des militants palestiniens, et qui ira de pair avec une nouvelle lecture de la violence politique perpétuée par des acteurs non étatiques. Un nouveau diagnostic va en effet s'installer, qui permet aussi une nouvelle lecture de la violence politique, qui définit les acteurs politiques aussi de façon différente. Dans le cas de grille de lecture de counterinsurgency, donc contre-insurrection, l'analyse politique reste sec, amorale, et traite d'abord de l'efficacité de l'utilisation de la violence dans un contexte précis. Et c'est cette lecture-là qu'on retrouve dans les travaux des chercheurs jusqu'aux années 70. Les auteurs d'actes de violence sont aussi perçus comme des acteurs rationnels, et l'utilisation du terrorisme est surtout considérée comme une tactique utilisée autant par l'État que les acteurs non étatiques et qui ne dit rien sur la nature des auteurs eux-mêmes. Dans le discours du terrorisme, on retrouve une autre grille de lecture. Les acteurs des actes de violence sont perçus comme irrationnels, leurs actions comme apolitiques, et des postures morales feront partie intégrante de l'analyse scientifique. La posture du chercheur est d'abord celle de celui qui condamne les actes horrifiques. Ne pas condamner ou ne pas rentrer dans un discours moralisateur est presque perçu comme une apologie. Ce discours va continuer à être développé dans les New Terrorism Studies, qui se développera autour de l'identification de nouvelles menaces. Le terrorisme islamiste émerge à partir des années 80 comme une nouvelle menace, l'extrême droite et les armes de destruction massive. Cette violence est aussi de plus en plus perçue comme irrationnelle. Elle est guidée par des éléments de fanatisme religieux, nihiliste et sans précédent. Et la seule façon de pouvoir vraiment la combattre est à travers des guerres préventives. Car on n'a pas affaire à un agent rationnel, mais à des fanatiques avec qui on ne peut pas négocier. C'est dans ce mouvement-là qu'on verra une nouvelle logique apparaître dans la guerre. La violence de l'État n'a pas seulement pour but de sanctionner les auteurs de violence, mais elle a surtout pour but de prévenir la possibilité d'utilisation de violence. Cette logique de prévention ou de guerre préventive va être au cœur de la guerre contre le terrorisme, déclarée en 2001 par les États-Unis et la coalition internationale. Stampnitzky nous rappelle en effet très justement que cette guerre n'avait pas seulement pour but de punir Al-Qaïda, les auteurs des attentats de 2001, mais aussi d'éviter l'utilisation d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. C'est pour ça qu'on a été en Irak, parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et il fallait prévenir qu'il utilise ces armes-là.
On voit donc graduellement une évolution dans la logique de la guerre, une logique de sanction, d'une logique de sanction de l'utilisation de la violence à une logique de prévention de la violence tout court. Et c'est dans cette logique-là que l'idée de la radicalisation va voir le jour et qu'on verra que les services secrets, surtout hollandais, vont s'attarder au développement de ce concept qui sera graduellement adopté par les chercheurs et par les pays limitrophes. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vraiment donner une généalogie élaborée de ce concept, mais ce qui est important à souligner maintenant, c'est que c'est la graduelle différenciation qui sera établie entre le principe de la radicalisation d'une part et le principe de l'activisme d'autre part. Donc on voit aussi une bifurcation dans l'analyse de la sécurité globale, dans les rapports du AIVD. On parle d'activisme politique d'une part, l'extrême gauche, tout ce qui est mouvement animalier, etc., et radicalisation d'autre part qu'on va associer avec l'islamisme radical, l'extrême droite principalement. Une seconde observation que j'aimerais souligner, c'est que l'idée de la radicalisation comprise comme processus n'entra qu'assez tard dans l'espace francophone et se développe en premier lieu dans l'espace néerlandophone. Je crois que cela est surtout dû aux trajectoires politiques différentes par rapport à ce qu'on va appeler à partir de la seconde moitié des années 2000 comme l'islam radical et qui existe déjà dans les années 80 dans le contexte francophone à travers le prisme de l'islamisme. Mais comme on le verra immédiatement, le rapport à l'islam radical quand on parle d'islam radical ou d'islamisme, c'est d'abord un rapport d'animosité par rapport à ce qu'on considère des acteurs politiques dangereux. Mais ce n'est pas un rapport pathologisant qui sera au cœur du paradigme de la radicalisation et des politiques publiques de lutte contre la radicalisation. Quand on parle de politique de lutte contre la radicalisation, c'est en fait très difficile de vraiment parler d'une politique. Car ce qui caractérise cette politique, c'est justement, de un, une politique qui émerge relativement tardement, qui se pense comme politique en tout cas relativement tardement, mais c'est aussi une question qui va prendre plus d'ampleur, je crois, dans les mois et années à venir, surtout étant donné les attentats de 2015 et de 2016, et qu'on se pose de plus en plus la question, quelle politique de prévention peut-on mener contre la radicalisation ? Lorsqu'on observe la politique belge, il est important de mettre en évidence qu'il s'agit donc d'une politique assez récente, car les politiques systématiques de lutte contre la radicalisation développées sous ce terme ne verront le jour qu'à partir de 2012 et de 2013, avec le départ d'une centaine de jeunes en Syrie pour aller rejoindre le front des forces armées qui luttent contre Bachar el-Assad. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est une politique fondamentalement décentralisée, car surtout gérée par le niveau local, mais qui sera de plus en plus en conversation avec le niveau fédéral, même si les régions essaient aussi d'avoir une emprise là-dedans, mais pour l'instant ne réussissent pas immédiatement. Au niveau local, c'est la ville d'Anvers qui commence en 2012 avec une politique, donc je me concentre surtout sur le contexte flamand, que je connais le mieux pour l'instant. J'ai moins d'expertise par rapport à ce qui se passe du côté wallon, donc s'il y a des gens dans la salle, je serais contente d'apprendre plus à ce sujet. Donc c'est la ville d'Anvers qui commence en 2012 avec une politique qu'elle n'appelle pas encore comme une politique de lutte contre la radicalisation, due à l'arrestation de presque 100 jeunes après une manifestation contre le film The Innocence of Muslims, qui débordera et qui sera aussi lié avec Sharia for Belgium. Les manifestants seront sanctionnés avec des amendes gasboetes, des sanctions administratives, et auront, donc je viens de Flandre, et auront le choix entre payer ces amendes ou se laisser interviewer par les fonctionnaires de la ville d'Anvers. Les fonctionnaires de la ville d'Anvers déclareront, donc j'ai eu des entretiens avec une de ces fonctionnaires, déclareront être choqués par les propos de certains jeunes et prennent conscience qu'il ne faut pas négliger le problème. Donc, ils rentrent aussi en contact d'ailleurs avec des administrateurs des politiques publiques hollandaises pour échanger des expertises avec eux. C'est à ce moment-là aussi que les premières informations commencent à circuler sur les jeunes qui partent en Syrie. Ce qui est important à souligner dans ce cadre-ci, c'est que les agents de ces premières politiques publiques se situent dans le champ social de l'intégration.
Il s'agit souvent de travailleurs sociaux ou de personnes qui suivent les communautés immigrées de près, qui sont souvent eux-mêmes issus des communautés eux-mêmes, et qui ont tout d'abord un souci par rapport aux familles et aux jeunes eux-mêmes. La logique n'est donc pas du tout répressive, mais il s'agit surtout d'essayer de ramener ces jeunes qui sont compris comme ayant été victimes d'un brainwashing dans l'ordre. On observe d'ailleurs aussi un bras de fer entre la logique préventive et la logique répressive s'installer, et qui s'articule sur 3 niveaux. Donc de 1, on ne veut pas parler de politique de lutte contre la radicalisation, donc les personnes avec qui j'ai parlé ne disent pas « je ne fais pas de la déradicalisation », en tout cas le fonctionnaire d'Anvers ne se nomme pas comme un fonctionnaire de déradicalisation. L'insistance, deuxièmement, sur la logique préventive, le contact direct avec les parents, et encourager les jeunes qui sont partis à rentrer au moment où on apprend que le gouvernement a l'intention d'incarcérer les jeunes qui rentrent avant que cette mesure soit mise en place. Donc, une de ces fonctionnaires qui me dit « moi j'ai dit aux parents, dites-leur de vite venir avant que la loi soit mise en place ». Ou alors les rumeurs qui circulent qu'ils pourraient faire face à une déchéance de la nationalité. Et troisièmement, l'insistance sur une clausule qui élabore et établit les principes de secret professionnel. Et ça, c'est un enjeu très important pour les fonctionnaires, car ils ne veulent pas, s'ils vont travailler avec des travailleurs sociaux, ils ne veulent pas que ce qui est dit dans le cadre du rapport de confiance soit immédiatement traité par les services secrets. Donc, on essaye d'établir des conventions, des procédures pour permettre justement la circulation d'informations pertinentes, mais pas toute information. Donc on observe ici surtout une logique préventive, un désir de rester invisible et surtout de ne pas nommer cette politique comme une politique. Cela est néanmoins en contraste avec l'image publique qui en est donnée. On observera en effet en parallèle de cette évolution d'administration un processus similaire de visibilité de ces politiques de lutte contre la radicalisation. L'exemple le plus clair est bien entendu la publication en 2003 de la fameuse brochure par les bourgmestres d'Anvers, de Maaseick, de Vilvoorde et de Malines, où ils s'expriment sur la nécessité d'un plan local par rapport à ces questions-là. Et là, c'est les bourgmestres qui apparaissent comme souverains dans leur splendeur. Donc cette question de responsabilité au niveau local et donc la nécessité d'une visibilité de la politique de lutte contre la radicalisation reviendra d'ailleurs souvent dans les débats actuels par rapport aux interpellations des bourgmestres dans la gestion de ces questions. Par exemple, qu'est-ce que Philippe Moureau a fait pour éviter tout cela? Au niveau fédéral, on observe une tension assez similaire, même si les compétences fédérales dans la logique préventive sont bien entendu plus limitées, car la question de la prévention se situe surtout sur le plan régional et local. Ce qui est intéressant par rapport à cette politique, c'est de montrer l'évolution claire qui s'articule par rapport à la visibilité de cette politique de lutte contre la radicalisation. Car en effet, lorsqu'on observe l'établissement des politiques publiques au niveau fédéral, il serait une erreur de penser que ce n'est que récemment que l'on retrouve une politique dite publique. Sur le plan fédéral, on retrouve déjà en 2005 une première version du fameux plan R. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve pas beaucoup sur ce fameux plan R, sauf des articles là-dessus dans des journaux. Bon, je vais encore essayer de trouver ce plan R de 2005. Mais on ne retrouve pas beaucoup parce qu'il était classifié, donc l'information n'a pas été rendue publique. L'information que j'ai pu trouver sur le net, sur base d'interpellations parlementaires au Sénat et sur base d'écrits journalistiques, présente ce plan R comme un plan d'action au radicalisme qui vise à identifier les vecteurs potentiels de radicalisation afin de permettre aux autorités de prendre des éventuelles mesures qui s'imposent sur le plan préventif et réactif. Et de nouveau, on voit que le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Loreto Onkelings, insistait sur le caractère classifié des plans d'action concrets adoptés pour la mise en œuvre du plan radicalisme. Donc là, on voit une insistance, on voit deux choses. Une insistance sur la capacité d'identifier, de répertorier les acteurs qui sont considérés comme étant des vecteurs de radicalisation. Donc, il s'agit un peu ce qu'on retrouve aussi dans les plans avant 2004 de la sûreté néerlandaise. On va identifier les acteurs islamistes radicaux qu'on considère être porteurs de radicalisation. Deuxièmement, on voit aussi une insistance sur l'aspect préventif qui commence à former une partie intégrante de la lutte antiterroriste.
Mais ce que l'on voit surtout aussi, c'est cette insistance répétée sur la discrétion et le caractère classifié de cette politique. Cela va changer environ 10 ans plus tard, où en 2013, la nouvelle version du plan R sera présentée sous les feux des projecteurs dans les différentes langues de notre pays. C'est en effet sous le mandat de la ministre de l'Intérieur, Joëlle Miquet, que le nouveau plan R sera présenté et que l'on peut très facilement d'ailleurs retrouver sur le net. On est bien entendu dans un autre contexte où la question de la radicalisation avec les départs des jeunes en Syrie est au feu de l'actualité et la nécessité d'agir contre ce phénomène devient d'autant plus pressant. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est l'analyse qui y figure comme un point de départ. On ne parle pas immédiatement, et là c'est la grande différence avec le rapport de 2005, on ne parle pas immédiatement d'acteurs qui véhiculent des discours radicaux, mais le point de départ de ce rapport-là est la frustration sociale et le sentiment d'injustice porté par des groupes fragilisés. Donc on voit ici surtout l'insistance sur la nécessité de porter attention à ces sentiments réels ou ressentis de frustration sociale engendrés par les sentiments d'injustice. Et donc là, on voit ce processus de radicalisation. La radicalisation est considérée ou lue comme un processus. Et donc il s'agit de personnes vulnérables dont la résistance par rapport à des conceptions violentes affiche des faibles, dont la croyance dans la société s'est affaiblie et pour lesquels la société est un endroit où ils ne se sentent plus à l'aise. Les politiques publiques qui seront développées se concentreront sur 6 axes. En les parcourant, ce qui est frappant, c'est l'insistance qui est mise sur la nécessité de restaurer ce lien social. La logique de répertorier et d'identifier des acteurs qui sont considérés comme des porteurs de logique radicale est remplacée ici par un positionnement beaucoup plus diffus. On ne parle pas de tels acteurs ou tels acteurs sont porteurs de discours radical. Il s'agit d'un processus beaucoup plus diffus, beaucoup plus difficilement identifiable, plus difficile à cerner, ce qui explique aussi pourquoi l'investissement est délocalisé et décentralisé. On observe une insistance beaucoup plus importante sur le niveau local, les communautés elles-mêmes et sur les travailleurs sociaux qui, eux, sont perçus comme des agents prioritaires dans la lutte contre la radicalisation. L'État fédéral va en effet aussi dégager pas mal de moyens pour renforcer le dispositif local en 2015. Donc il y a un rapport direct qui s'installe entre l'État fédéral qui, malgré son incompétence structurelle en la matière, va essayer de renforcer le local à travers des subsides. C'est d'ailleurs un fil rouge dans ces politiques de lutte contre la radicalisation, c'est surtout une politique de subsides. Certains ont qualifié aussi, en parlant de cette politique publique, c'est une politique décentralisée. On parle de chaos politique, une frustration aussi qui existe chez beaucoup de fonctionnaires car il n'y a pas d'approche cohérente. Et tous soulignent l'absence d'une politique cohérente et claire, qui par moments est vécue comme une frustration. Un double mouvement semble caractériser la nécessité de faire régner l'ordre dans nos sociétés contemporaines, et qui se manifeste d'autant plus que la question de l'islam, quand l'islam radical est posée. Un premier mouvement, plus centripète, est celui où l'ordre étatique apparaît dans toute sa splendeur, où le souverain sort et s'adresse au peuple pour les rassurer que l'État fait régner la loi, ou alors de les prévenir que l'État fera tout ce qu'il peut pour en convenir, par exemple en contrôlant toutes les maisons à Molenbeek. Un autre mouvement, bien plus centrifuge et bien plus difficilement identifiable, et qui existe qu'à travers la possibilité de ne pas exister, de ne pas se manifester. C'est aussi un mouvement où les administrations se renforcent, où les travailleurs sociaux ont un rôle bien plus central à jouer, où les nominatifs comme politique de coordination ou les contrats de sécurité deviennent bien plus importants. En parcourant brièvement, certes, le cas de l'interdiction du voile intégral d'un côté et le cas des politiques de lutte contre la radicalisation de l'autre, j'ai surtout voulu démontrer comment aujourd'hui la question du pouvoir se manifeste de façon complexe, contradictoire, mais trouve aussi une force d'articulation nouvelle à travers ces questions bien précises. Car ce qui semble lier tous les acteurs sociaux et politiques, au-delà des couleurs politiques, c'est que la question de faire régner l'ordre aujourd'hui reste un enjeu majeur, qui trouve un point d'articulation très explicite à travers la problématique de la dite radicalisation.
Mais plutôt que de concevoir cette nécessité de restaurer l'ordre simplement à travers le prisme juridique et répressif, il est important de considérer comment celle-ci s'installe de façon plus diffuse, plus invisible, avec quelques tentatives de se manifester ci et là, lorsque le public surtout réclame la présence d'un souverain. Comment cette question centrale va continuer à reconfigurer le rapport à la société et notre institution étatique en général, et le rapport aux minorités religieuses en particulier, est une question qui reste ouverte pour les années à venir. Merci. Merci beaucoup Nadia pour cette intervention. Contrairement aux autres conférences que nous avons organisées dans ce cycle, puisque nous sommes dans une collaboration avec l'Université de la Grande Région, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Piero Galloro de l'Université de Lorraine à Metz, qui est maître de conférence et directeur du département de sociologie de cette même université, qui a lui-même publié beaucoup de travaux sur la migration dans la Grande Région, notamment d'un point de vue historique, mais aussi sociologique. Donc je vais lui céder la parole pour quelques minutes, pour un commentaire, une réaction à l'intervention de Nadia. Merci beaucoup, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour pouvoir un petit peu dialoguer avec vous. Enfin, un dialogue, je vais plutôt poser des jalons qui sont les mêmes que les vôtres, parce que si on prend le cas français que je connais le mieux, par rapport à la Belgique, que je ne connais pas encore, mais ça va venir, ça m'intéresse beaucoup. La question de l'émergence de la problématisation, comme le dit Foucault, religieuse, et aussi de la radicalisation, c'est une thématique qu'on retrouve dans un espace comme celui qui est la France, de manière globale, et dans des régions comme la Lorraine en particulier. Ah, je n'avais pas vu que ça glissait, alors je vais partir en biais. Donc, du point de vue historique, parce que j'ai une double casquette, parce que je suis historien, mais en même temps sociologue, la question en France de la religion, elle commence évidemment avec la question juive, qu'on trouve dans les discours de Marx, évidemment, et de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec l'affaire Dreyfus, pour commencer, mais aussi avec tous les discours de Maurras, de l'Action française, et ça va même jusqu'à l'implication de l'État, avec l'État de Vichy, par exemple, où cette question juive, évidemment, elle est présente. Mais la question religieuse ne s'arrête pas à la question, évidemment, des Juifs. Au même moment, on a aussi une autre question, qui est la question italienne, des catholiques italiens, que la France, qui vient de séparer l'Église et l'État en 1905, commence à voir d'un très mauvais œil en les accusant de mettre à mal la laïcité du pays, parce qu'ils arrivent avec leur croix, leur curé, etc. Et on les appelle d'ailleurs par un sobriquet très précis, qui est celui des Christos. On les appelle les Christos parce que quand ils vont au travail ou quand ils sont dans la rue, ils vont prier la Madonna et le Cristo. Donc ils diront Christos. On les appelle comme ça. Donc ce qui veut dire que la question religieuse, l'émergence, elle apparaît bien à un moment donné dans un contexte très précis où l'État a besoin d'appuyer un petit peu la laïcité à la française et voir les Italiens arriver, c'est d'un très mauvais œil. Donc les enquêtes qui ont été menées en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, et dans le nord de la France en 1905, mais aussi en 1936, au moment du Front populaire, on pose la question de savoir quelles sont les populations qui ne peuvent pas s'intégrer, et on dira il y en a deux, les Polonais et les Italiens, parce qu'ils sont trop catholiques. Voilà, donc cette question religieuse, elle est présente aussi en France et elle fait écho à l'émergence du phénomène religieux vis-à-vis de l'islam. Alors, la question de l'islam, elle intervient curieusement en France à partir des années 80-90, à partir de 89 avec l'affaire du foulard de Creil. Mais on va dire que c'est plutôt une problématisation de médiatisation. C'est là où la société française, à travers les médias, découvre, ou redécouvre, je devrais dire, la question de l'islam, parce que la question de l'islam, comme l'a dit Alain Badiou, et de la radicalisation, il faut l'avoir de deux côtés, qui ne sont pas du tout la même portée. C'est-à-dire que est-ce qu'on voit la question de la radicalisation de l'islam, ou est-ce que c'est une forme d'islamisation de la radicalité? Et ce n'est pas la même chose. Quand on dit qu'on a une radicalisation de l'islam, c'est l'islam qui porte en lui la question de la violence, de la radicalisation, et tout ce qu'on peut mettre derrière le mot radicalisation. Par contre, si on se pose la question, et l'historien que je suis est plus intéressé par cette deuxième réponse, ou en tout cas cette deuxième question, de dire est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une forme d'islamisation de la radicalité? Je m'entends. Si je prends dans l'histoire qui étaient les gens qui étaient vus comme des terroristes, des radicaux, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui là, eh bien, avant 1914, ce sont les anarchistes.
anarchistes qui vont, avec Ravachol, poser des bombes à l'Assemblée française en 1893, à Londres en 1881-1882, les Italiens comme Caserio qui vont tuer le président français Sadi Carnot, et qui vont être vus comme les anarchistes, comme étant ceux qui sont les plus terroristes, et les Italiens seront ceux qui seront, comme aux États-Unis par exemple, condamnés à mort avec des gens comme Sacco et Vanzetti, par exemple. Ce qui fait que ça dépasse même le cadre national français, parce que ça touche à la fois l'Angleterre. Les anarchistes avant 1914 sont bien, eux, ceux qui sont qui est en train de colorer la question de la radicalité. Donc la radicalisation est colorée italienne ou anarchiste avant 1914. Dans les années 20 et dans les années 30, il y aura ensuite tous les mouvements des communistes italiens ou des fascistes italiens qui s'entretuent en France. Il y aura aussi la question, dans les années 50, de tout ce qui est les brigades armées rouges en Italie, la radicalisation vue par l'Action française en France ou la fraction armée rouge en Allemagne, etc. Donc vous voyez que là, la radicalité, elle a changé de couleur, elle n'est plus anarchiste, elle n'est plus dans une coloration italo, dans une guerre fratricide, mais là, la coloration, elle se fait plutôt communiste, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait une nouvelle couleur de la radicalité qui serait la couleur de la radicalité de l'islam. L'islam vient repeindre un petit peu le problème radical. Ce qui veut dire que si on prend l'option de dire que ce n'est pas l'islam qui pose un problème, mais c'est bien la radicalité qui prend une coloration islamique, ou je ne sais pas comment on dit, islamique, oui, ça veut dire que la société va être obligée de réfléchir sur elle-même. Comment fait-elle pour à chaque fois générer en son sein des forces qui essayent de la détruire? Ce qui veut dire que le regard n'est plus le même. D'où, finalement, une forme de décrispation de la question identitaire et la question de l'islam, parce que ce n'est pas l'islam qui pose un problème. Ce ne sont que, on l'a vu tout à l'heure à travers les chiffres, il y a 100 femmes qui portent la burqa, il y a peut-être qu'une cinquantaine de personnes, il y a ensuite des milliers de jeunes qui veulent partir, mais c'est ça qui est inquiétant, c'est de dire comment la société française peut générer des gens qui, comme par exemple le gang de Roubaix, n'étaient pas tous des musulmans à l'origine, et beaucoup se sont convertis à l'islam, et ce n'étaient pas tous des musulmans qui portaient un nom comme Mohamed, il y avait des gens qui avaient des prénoms, on va dire, très franchouillards. Donc ça veut dire que ça, c'est une véritable question. Donc ça veut dire que une deuxième regard qui vient se superposer à ce regard historique, c'est la question du rapport colonial qui, en France, est extrêmement prégnant, tout en étant invisible. Je m'explique par là. Le rapport colonial, on a vu que les Italiens étaient vus comme étant des gens qui ont posé la première forme de radicalisation à travers l'anarchisme comme Caserio, par exemple. Sauf que les Italiens, aujourd'hui, ils sont tellement, on va dire, intégrés, moi ce que j'appelle le processus de légitimation, que finalement, on a oublié qu'ils ont pu être massacrés à Aigues-Mortes ou en ayant été aussi des anarchistes. Donc les Italiens sont dans une forme de légitimation totale. Parce qu'eux n'ont pas souffert du processus de racisation qui va être attribué aux populations coloniales qui étaient majoritairement musulmanes. En tout cas en Afrique du Nord pour les colonies françaises. Et la question musulmane en France, on ne peut pas la découvrir en France en 1989, on ne peut pas la découvrir, on ne peut que la redécouvrir. Parce qu'en 1989, on a eu plusieurs siècles de colonisation française, dont celle de l'Algérie par exemple, qui a commencé en 1830, et qui a fait qu'un jour l'Algérie est devenue 3 départements français, qui font partie prenante de la nation française. Or, il y avait quand même 12 millions de musulmans en Algérie. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas estimer que la question de l'islam, la radicalisation, apparaisse dans les années 80 en France, parce qu'elle est déjà posée dès le moment où la France pose le pied sur la terre algérienne, et ensuite au Maroc et en Tunisie, et dans la plupart des colonies où il y avait des musulmans. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs phases. La phase positive où on dit que l'islam, c'est l'ami de la France. Je vous donne un exemple. En 1886, on a posé l'idée qu'on allait acheter, en tout cas payer la grande mosquée de Paris. Ce qui veut dire que si on prend les débats de l'Assemblée nationale française, on a un discours qui ne va jamais changer jusqu'en 1926, au moment où on l'a construit, de financer cette mosquée parce que la France estime qu'elle est une puissance coloniale. Ce sont les termes utilisés. Ce n'est pas moi qui l'invente. Dans tous les textes, que ce soit le président qui va inaugurer ou que ce soit les parlementaires qui discutent du budget, la France s'estime comme une puissance coloniale. Parce qu'à ce moment-là, dans l'esprit évidemment de la colonisation, on a besoin de maintenir la paix dans les colonies, donc on tient les musulmans comme étant des alliés. Le discours va changer, et c'est là qu'on va avoir une forme de négativité de l'islam, à partir des années 1960,
1930, les premiers Algériens arrivent massivement en France, et je ne parle même pas de la période de 14-18 où ils sont dans les tranchées, où là, il va falloir régler le problème de la religion. Dans les années 30, à cause de la loi de 1932 qui protège la main-d'œuvre nationale, ce qu'on appelle la préférence nationale, on fait venir des Algériens, qui sont des Français, même s'ils n'ont pas le droit de vote, ils sont quand même français. Et dans les années 60, le discours va changer, parce que ce discours, jusqu'en 89, un discours où, à cause de la guerre d'Algérie, à cause de la perte de l'Algérie et de la plupart des colonies françaises, dans lesquelles il y a des musulmans, on est bien dans quelque chose où on est mis à distance des coloniaux, qui eux, contrairement aux Italiens, ne sont pas en train de subir la xénophobie, la peur de l'étranger, on a peur d'eux, mais on a peur d'eux parce qu'on les a déclassés comme coloniaux. N'oubliez pas que la racisation et le racisme, c'est une forme hiérarchique où l'homme blanc ou je ne sais qui se met tout en haut et tous les autres sont déclinés de plus en plus bas jusqu'à ce qu'on appelle les exotiques dans la bouche de Georges Mocco en France, qui établit que les musulmans, les noirs, sont tous tout en bas de l'échelle sociale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, et vous avez terminé votre exposé là-dessus, et c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de résonances par rapport à la France, c'est qu'aujourd'hui, la radicalisation, il faut l'interroger sous l'angle peut-être de la politique de l'État, des institutions, autour des questions de la discrimination, et poser la question de l'inclusion sociale, l'inclusion économique, l'inclusion culturelle de ces populations qui aujourd'hui n'ont qu'une pratique religieuse qui est comme celle des juifs, comme celle des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, et qui veut dire qu'aujourd'hui il faudrait qu'on arrive à ce que les jeunes de 1983 qui en France ont fait la marche pour l'égalité des droits, qu'on appelait la marche des beurs, qui ont voulu simplement dire qu'ils étaient français, qu'ils étaient des nationaux, qu'ils soient français, belges ou je ne sais quoi, et dire que eux, ce qu'ils réclamaient, non pas une visibilité particulière religieuse telle qu'on l'a fait aujourd'hui, mais une forme de banalisation, être des Français comme tout le monde, être des nationaux comme tout le monde. Chose qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à accepter parce qu'on a toujours cette idée que tout Algérien ou tout enfant issu de l'immigration anciennement coloniale française est forcément un musulman et tout musulman est forcément un terroriste. Donc voilà, donc je pense que là, le travail que vous avez mené entre parfaitement en résonance avec les travaux qu'on peut mener en France, en tout cas sur cette question-là, et je pense que le débat, j'espère, va résonner des deux côtés de la frontière franco-belge. Merci.